Donc, dans dans ce chapitre, on parle des énergies au niveau de la mécanique, donc au niveau de tout ce qui est mouvement d'un système et de sa position de ce système. Et on avait commencé d'abord à évoquer la première forme d'énergie qu'il faut connaître, c'est l'énergie cinétique, qu'on calcule en multipliant la masse par la vitesse au carré avec un petit facteur 1,5 qui est avant. Donc la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde dans cette formule, et ça permet de calculer l'énergie cinétique. Alors, il y avait une première activité à faire sur le lien entre l'énergie cinétique et le travail d'une force. Donc on avait déjà fait la première partie ensemble. Je vous rappelle que pour être efficace, pour qu'une force elle soit efficace, c'est-à-dire qu'elle travaille le mieux possible, parce qu'une force, quand elle travaille, c'est-à-dire qu'elle va fournir de l'énergie à un système pour le faire avancer. Ici, si le wagon veut avancer de A vers B, donc c'est quelque chose qui est orienté, de A vers B comme ça, hop, c'est un vecteur AB. Et bien pour ça, on peut tirer de différentes manières. Il y en a qui tirent intelligemment, comme F1, qui tire comme ça dans le même sens et dans la même direction, donc dans le même axe que le déplacement. Donc lui, il travaille de façon optimum, et son travail, il est très efficace. F2 et F4, ils travaillent de façon penchée par rapport au déplacement. Donc il y a un angle entre leur force et le déplacement que je peux mettre ici en pointillé, que j'essaie de faire droit mais qui est pas super. Ben, il y a un angle ici, alpha, et là, en fait, c'est pas totalement efficace, même si ça marche, ça le tire un petit peu en avant, mais une partie de leur effort ne sert pas à grand chose parce qu'ils tirent le wagon sur le côté. Donc, et puis celui qui était en F5, on disait que lui, il tirait de façon perpendiculaire au déplacement, donc son travail n'était pas du tout efficace, il était nul même. Et enfin, on avait F4 qui lui avait un angle par rapport au déplacement qui est supérieur à 90 degrés, donc cet angle-là, là, comme ça, c'est supérieur à 90 degrés. S'il tire carrément en arrière, c'est à 180 degrés. Ce qui fait qu'au lieu de travailler efficacement pour faire avancer le wagon, bah une partie du travail qu'il est en train, enfin une partie de l'effort qu'il est en train de fournir sert à empêcher le wagon d'avancer, en tout cas le limiter dans son avancement. Donc c'est ce qu'on appelle un travail résistant. On en avait conclu que la formule du travail qu'il faut retenir et savoir utiliser, c'est celle-là, et c'est celle qui est dans le cours. C'est la force appliquée fois le déplacement AB fois cosinus de l'angle qu'il y a entre le vecteur force et le vecteur déplacement AB. Donc c'est cette force-là qu'il faut retenir. Alors, dans la partie B, on s'intéressait au monsieur qui essaye de tirer le camion. Donc je rappelle la situation. On a un athlète là qui essaye avec une corde d'exercer une traction, c'est la force T qui est ici, pour pouvoir tirer le camion. Le camion lui-même est soumis à deux forces, qui sont la force qu'on appelle le poids, tout simplement. Hein. Alors tout ça est réduit à un point. Hein. Donc le poids qui est vers le bas, qui est noté ici. Et puis la réaction du support, c'est la force du sol, si on la fait partir du même point, qui elle monte. Donc on l'appelle R. J'essaye de faire des lignes droites, mais à la main levée, c'est pas facile, c'est ici. Et puis enfin une force de frottement qui est en arrière, ici en rouge, en arrière du déplacement, et qu'on appelle petit f. C'est la force de friction des pneus sur la route, la force des roulements de la voiture. On va pas parler de la force des frottements de l'air parce que ça avance pas suffisamment vite pour qu'il y en ait. Et la force de traction du personnage, la force de traction du personnage, elle va dans le sens qui est celui-là, ici. Avec la corde, il tire le camion. Et il arrive à être suffisamment costaud pour contrecarrer ces forces de frottement et faire avancer le camion. Donc dans cette histoire, il y a des forces qui travaillent, qui fournissent un travail, d'autres qui fournissent un travail qui est nul, donc pas du tout efficace, et puis certaines qui fournissent un travail moteur, d'autres un travail résistant. Donc si on a compris, même sans calcul, on peut dire que le seul travail qui est moteur, c'est lequel d'après vous?
C'est quoi le travail qui est moteur hein, dans cette histoire, d'après vous? Est-ce que c'est la force de frottement, la traction, la réaction du support, le poids? C'est la traction, ouais. C'est le seul qui est moteur. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de la force grand R ou grand P? Est-ce que c'est un travail moteur, résistant ou nul? Donc il est nul parce que elle se compense très bien, Marilou, puis en plus le travail de chacune de ces forces est nul parce qu'il est perpendiculaire au mouvement. Donc en fait il sert à rien. Et enfin le dernier, il est comment on le nomme ce travail là de la force de frottement? Résistant, oui, c'est très bien, c'est ça. Un travail qui résiste au déplacement. Alors les différentes questions qui étaient posées, on va les faire progressivement, puis on va s'attarder un peu plus à la deuxième activité. On va rester un peu plus longtemps sur la deuxième activité. Quelles sont les deux forces? Donc, quel type d'énergie varie lors de la mise en mouvement du camion? C'est l'énergie cinétique, puisque la vitesse du camion augmente. Il démarre à 0, et puis il commence à avancer, c'est-à-dire qu'il a une vitesse qui est pas nulle à un moment donné. Donc, l'énergie cinétique augmente. Quelles sont les deux forces qui ont un travail nul lors de la mise en mouvement? On vient de le dire, c'est R et P, parce qu'ils sont perpendiculaires au déplacement. Donc si je réexplique un peu pour ceux qui ont du mal, le déplacement, admettons que le camion au départ était là, en A, et puis qu'à la fin il arrivera, je sais pas, ici par exemple en B, le déplacement, alors le A j'aurais dû le placer un peu plus bas, le déplacement que je mets en pointillé, il est orienté, donc il est horizontal et il est orienté de la gauche vers la droite. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, ça sera moteur, et tout ce qui est en sens inverse sera résistant. Ici c'est perpendiculaire, c'est le cas des deux forces bleues ici, ça sert à rien pour le déplacement, donc on dit que c'est un travail qui est nul. Donc parmi les deux forces qui travaillent lors de la mise en mouvement, celle qui fournit un travail moteur, on vient de le dire, c'est grand T, et celle qui fournit un travail résistant, c'est petit f, la force de frottement. On va déduire à quelles conditions portant sur son signe un travail peut être qualifié de moteur ou de résistant. Voilà. Si on prend la formule précédente, parce que nous on dit juste c'est moteur quand ça va un peu dans le sens du déplacement, c'est résistant quand ça va en sens inverse. C'est un peu plus subtil et mathématique que ça. Si on prend la formule de départ qui est ici, et que j'analyse le signe du cosinus de l'angle. Lorsque j'ai une force qui est en sens inverse, l'angle que j'ai avec AB, donc si je dessine ici AB, le vecteur AB il est comme ça, donc il va horizontalement vers la droite, et la force F, elle est en sens inverse, donc c'est un sens, c'est bien un vecteur, donc il existe un angle entre ces deux vecteurs. Je vais noter le vecteur AB comme en maths, au niveau de ce vecteur ici, on va l'appeler le vecteur AB. Et bien l'angle qui est entre ces deux vecteurs, il n'est pas nul cette fois-ci, il vaut combien cet angle-là? Il vaut 180 degrés. Très bien. Donc il vaut 180 degrés ici. Et cosinus de 180 degrés, il se trouve que ça fait moins 1. Donc on va avoir un travail qui est négatif. Puisque les deux autres, la force et AB, la force c'est une valeur qui est positive, la valeur d'un vecteur, la norme d'un vecteur c'est positif, la norme du déplacement c'est positif aussi. Donc dans cette formule, F et AB sont toujours positifs, c'est que le cosinus qui peut être négatif ou positif. Mais ça c'est la norme des vecteurs, c'est une valeur qui est positive. Donc ici, on a moins 1 quand l'angle vaut 180 degrés. En tout cas, dès que l'angle vaut plus de 90, vous aurez un cosinus qui est négatif. Donc dès que je tire par rapport à cet axe-là perpendiculaire, dès que je tire de ce côté, ça sera négatif. Et si je tire de l'autre côté, j'aurai un cosinus qui est positif. Parce que l'angle pour grand T, c'est 0 degré. Et cosinus de 0, ça fait plus 1. Donc c'est quelque chose qui me donne un résultat positif. Donc globalement, on dirait que le travail, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qui est noté dans le cours,
il est résistant quand il donne une valeur négative. Au niveau énergétique, ça veut dire que la force, elle a retiré de l'énergie au système. Et quand le travail est moteur, eh bien, on dit que le travail est positif, c'est-à-dire qu'on a donné de l'énergie au système. Donc c'est positif, le système a gagné de l'énergie. On peut imaginer qu'il n'y ait plus la traction, à un moment donné, le camion va s'arrêter. Il va s'arrêter sous l'effet de cette force de frottement. Il va s'arrêter progressivement, comme tout véhicule. Tout véhicule s'arrête sur Terre, puisqu'il y a toujours des frottements. Et c'est le travail des forces de frottement qui, étant négatif, va retirer une énergie progressive au système jusqu'à ce qu'il s'arrête. Lors de la mise en mouvement du système, quel est le signe de la variation d'énergie du système? Le système, il est à plat, il n'avait pas de vitesse au départ, il a une vitesse à la fin, donc son signe, sa variation, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale. Et l'énergie finale, elle est positive puisqu'il avait de la vitesse, l'énergie initiale, elle est nulle parce qu'il n'avait pas de vitesse. Donc le système gagne de l'énergie car son énergie cinétique augmente. La variation d'énergie cinétique est positive. Et quel est le signe de la somme des forces des travaux? Alors, est-ce que vous avez trouvé ça? Je n'ai pas regardé toutes vos réponses encore. Mais j'ai le travail des forces de frottement qui est ici. Le travail de la force de traction qui est ici. Cosinus 180, ça fait moins 1. Donc cette expression-là devient moins F fois AB. Et puis l'autre, ça fait plus 1, donc ça fait plus T fois AB. Si je fais la somme des deux, qu'est-ce qui l'emporte et quel signe ça donne? Donc les forces de frottement ne sont que lorsqu'il y a du mouvement. Alors, comment répondre à cette question? Non. Il y a deux types de forces de frottement. Il y a les forces de frottement solides, pour lesquelles on a des frottements quand c'est immobile, et les frottements de vitesse ou de mouvement qu'on obtient quand on se déplace. Mais il y a quand même des frottements quand il n'y a pas de mouvement. Mais ça ne veut pas dire que ces forces elles travaillent. Alors c'est un peu complexe ce que je vais dire, mais c'est pour répondre à la question de Thomas. Si je mets une caisse, alors j'ai fait une pente un peu prononcée, comme ça sur une pente et qu'elle glisse pas. Ça arrive de mettre un truc sur une pente, je sais pas, un caillou qui glisse pas forcément ou qui roule pas. Il peut tenir sur la pente comme ça. Il est soumis à deux forces qu'on connaît bien, la force de la terre, ce qu'on appelle le poids, qui est comme ça, vertical vers le bas, la force du support, qu'on peut appeler la réaction du support, qui est perpendiculaire au support, donc comme ça. Et comme il est censé ne pas bouger, donc les forces doivent se compenser, c'est-à-dire qu'il me faut une petite force en arrière, et c'est cette force-là qui est la force de frottement solide. Et je peux mettre ici comme ça, petit f. Et ces trois forces-là peuvent former un triangle qui revient en vecteur nul et se compenser. Mais pourtant, il n'y a pas de mouvement. C'est grâce à cette force-là que ça peut tenir en équilibre, parce qu'avec ces trois forces, la force de frottement solide plus la réaction plus le poids, ça peut s'annuler. Maintenant, dès qu'il y a un mouvement, c'est sûr qu'il y a une force de frottement à partir du moment où il y a de l'air, il y a un contact. Contact avec l'air, contact avec le sol. Il n'y a que dans l'espace où il n'y aura pas de frottement de mouvement. Allez, j'efface mes annotations. Donc, si je fais la somme de ces deux travaux, le travail de la force de frottement plus le travail de la force de traction, à votre avis, qui c'est qui l'emporte? D'après le dessin qui est ici. Et ces deux expressions de force. Quand je les additionne, ces deux forces, j'ai moins F fois AB plus T fois AB. Donc j'additionne les deux travaux des forces. C'est la somme des forces. Ça me fait T fois AB moins F, petit f fois AB. Je peux factoriser par AB, ce qui me fait AB fois T moins F. Et là, il faut que j'analyse le signe de ce que j'ai devant. AB, c'est forcément positif. C'est une norme d'un vecteur, c'est un déplacement. La norme du déplacement, elle n'a pas de valeur, de signe. Par contre, T moins F peut avoir un signe, puisque j'ai un signe moins. Quelle est la plus grande des deux forces? Est-ce que c'est grand T ou petit f? Enfin, en tout cas, quel va être le signe de cette opération-là?
Eh ben non, ça va pas être positif le signe de cette opération. Grand T, ah bah si, pardon, vous avez raison, c'est positif. Oui, tout à fait. Grand T est plus grand que F, donc le signe va être positif. Positif fois positif, j'ai une somme des travaux des forces qui est positive. J'ai une variation d'énergie cinétique qui est positive, une somme des travaux des forces qui est positive. A priori, puisqu'on a dit que l'énergie cinétique, enfin le mouvement, était obtenu grâce aux travaux des forces, enfin en tout cas des forces motrices, on va pouvoir dire que la variation d'énergie cinétique, donc delta ça veut dire variation, hein, comment ça varie, est égale à la somme des travaux des forces. Il semblerait que la variation d'énergie cinétique corresponde à la somme des travaux des forces appliquées au système. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, on va le voir dans le cours tout à l'heure. Donc quand je veux savoir comment varie l'énergie cinétique, il faut que je fasse la somme des travaux des forces. Si c'est une somme qui est négative, par exemple s'il n'y avait que la force de frottement, j'aurais moins F fois AB comme somme des travaux des forces, et ben ça veut dire que je perds de l'énergie cinétique puisque j'aurai une variation négative. Donc en gros, le truc, pour faire simple, pour un langage courant et compréhensible, la voiture ralentit. Je perds de l'énergie cinétique. Les travaux des forces sont négatifs. Donc les signes dans ces histoires sont super importants. Alors, le skater, il y avait une petite application avec qui s'appelle Skatepark, où vous pouviez enlever la piste. Donc dans un premier temps, je disais de supprimer la piste du skater et juste lui faire une chute libre. Alors dans le document 2, il est expliqué que pour une force conservative, donc on se doute bien du terme, hein, une force conservative, c'est celle qui permet de conserver l'énergie au système. C'est-à-dire que le système va garder toujours la même quantité d'énergie, même si elle peut changer de forme au sein du système. Le système lui-même, le skater, garde de façon globale toujours la même énergie. Et ça, c'est les forces conservatives qui le permettent. Si elles sont pas conservatives, c'est-à-dire que le système va en perdre ou il va en gagner, possible. Pour une force conservative, la valeur du travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi par le système sur lequel s'applique l'action mécanique. C'est-à-dire que pour aller de A vers B, si je fais un travail avec une force conservative, que je passe par là ou que j'aille en ligne droite, à la fin, ça va me donner le même travail. Je vais fournir la même quantité d'énergie au système avec une force qui serait conservative. C'est le cas des forces constantes dont l'intensité, la direction, le sens ne varient pas au cours du temps. Donc dès que j'ai affaire à une force qui est constante, il y en a une qui est bien connue, hein, c'est le poids. Le poids est toujours constant, sauf si je suis très 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 loin, très très éloigné de la Terre, mais à la surface du sol, il est toujours constant le poids. À ces forces, donc, on va pouvoir associer ce qu'on appelle une énergie potentielle. Potentiel, ça veut dire qu'il y a le potentiel de se manifester, de montrer quelque chose, qui ne dépend que de la position du système. Le poids est une force conservative associée à l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ça, en fait, on parle de l'énergie de position. Quand je suis en altitude, j'ai emmagasiné de l'énergie potentielle parce que il suffit qu'on me propose une pente et je suis en vélo, ça se met à rouler et en fait j'ai cette énergie qui est en moi et qui va se manifester sous l'effet du poids quand je vais descendre. Z, c'est l'altitude du système. Lorsque seules les forces conservatives travaillent, il y a pour le système conversion intégrale de l'énergie cinétique en énergie potentielle et réciproquement. Ça veut dire qu'on peut transformer l'un dans l'autre en fonction de l'endroit où on est. On va analyser tout ça dans les courbes après. Alors, la première chose qui était demandée, c'était de positionner le skater en hauteur, je crois. Alors, où est-ce qu'il est ? Faut que je retrouve mon curseur, là. Ça y est, ça bug. Génial. Et j'accepte plus. Ah, super. Alors. Ah, enfin. Donc j'ai fait des petites captures vidéo, on le lâche comme ça, il tombe, à quelle force il est soumis, je vais faire vite, je pense que vous y avez répondu, mais quand il est en chute libre, si vous arrivez à répondre rapidement, dites-moi, il est soumis à quelle forme, à quelle force, il est en train de tomber, c'est tout. Ouais, uniquement le poids.
Il n'y a que le poids qui le fait chuter. Les frottements d'air, on les néglige, il n'y a pas de support, rien du tout. Pourquoi peut-on lui associer une énergie potentielle de pesanteur? Le poids, est-ce que c'est une force constante ou pas? Est-ce que le poids est une force constante? Bah oui. Donc on peut lui associer une énergie potentielle. Donc le système skater n'est soumis qu'à son poids, qui est une force constante, donc d'après le document 2, on peut lui associer une énergie potentielle de pesanteur. Calcule la valeur de cette énergie potentielle de pesanteur quand le skater est de 75 kg est à 7 mètres de hauteur. J'applique la formule qui est là, M fois G fois Z. Donc M c'est 75 kg, G c'est 9,8, Z c'est 7 mètres de hauteur par rapport au niveau 0. Ça me donne 5145 joules quand il est lâché à 7 mètres de haut. Calcule la valeur du travail de cette force, donc le travail du poids, celle qu'on avait dit en question A, durant sa chute de 7 mètres. Est-il moteur résistant et que peut-on remarquer par rapport à sa valeur, quoi. Alors le travail du poids. Si je reprends la formule du travail qu'on avait trouvé ici, la force ici, cette fois-ci, c'est le poids. Donc je vais reprendre cette expression et je vais mettre le poids à la place de F. Donc le travail du poids, c'est P, donc le poids, fois le déplacement AB, fois cosinus de alpha. Sauf que je vais faire un petit dessin pour qu'on voit bien les choses, mais le poids, le déplacement de A, qui est à 7 mètres d'altitude, vers B, qui est au niveau du sol, là où il s'écrase, pour le skater, ça, ce déplacement-là, il a ce sens et cette direction, donc verticale et vers le bas, et AB, le poids, lui, le poids, il a la même direction, le même sens. Donc le poids du skater, le poids, il est comme ça, donc même direction, même sens. Ce qui fait que l'angle entre ces deux vecteurs, alpha vaut 0 degré. Ils sont collinéaires et en plus dans le même sens. Du coup, cosinus 0, ça fait 1. Ça fait P fois AB. Et P fois AB, c'est MGP. Donc MG fois AB. AB, ça fait 7 mètres de haut. On retrouve la même valeur que celle qu'on avait pour l'énergie potentielle de pesanteur. Autrement dit, donc le travail du poids lors de la descente est égal à l'énergie potentielle de pesanteur qu'il avait au point haut. Donc, alors, il s'agit, j'ai oublié de mettre il s'agit, c'est un travail moteur parce qu'il est positif et il a la même valeur que l'énergie potentielle de pesanteur. Ok. On complique un peu, non pas tout de suite. Alors là, j'ai fait une erreur, rectifiez-la sur votre document. Il fallait montrer que la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à mg zb moins za. Et dans mon document, j'ai malheureusement mis za moins zb. Alors, vous avez peut-être eu des difficultés pour faire cette question du coup, mais il faut que je fasse une variation. Une variation, c'est toujours le final moins l'initial. Donc ici, en imaginant que j'ai le point initial qui est A, donc j'ai l'énergie potentielle de départ qui est mgza. Le point final, c'est B, l'énergie potentielle, donc au point B, c'est mgzb. Et je veux faire la différence des deux, donc je fais le final moins l'initial. Donc je fais mgzb moins mgza. Je fais l'énergie potentielle en B moins l'énergie potentielle en A. Ça me donne la variation. mgzb moins mgza. Si on factorise, ce qu'on trouve, comme on le fait en mathématiques, on trouve qu'il y a un facteur commun, c'est m fois g qui est devant ici et là. Donc on va pouvoir factoriser par m fois g. Je le mets devant, je mets une parenthèse et il va me rester zb moins za pour la factorisation. Quand je regarde le signe, c'était pas demandé, mais le signe est négatif ici durant la chute. C'est-à-dire qu'on perd de l'énergie potentielle, c'est normal, on perd de l'altitude. Maintenant, établir l'expression littérale du travail du poids pour le déplacement vertical du système. Donc on part à A et on finit à B. Donc le travail du poids, on l'a exprimé tout à l'heure. Donc là, il faut l'expression littérale. Tout à l'heure, on a fait juste le calcul. Donc l'expression littérale, on part de la formule du travail du poids. Le travail du poids, c'est M fois G fois AB.
Donc c'est P fois AB fois cos alpha. Hein. On avait déjà dit qu'alpha était égal à 0, donc cosinus 0 ça faisait 1, donc on ne met pas cosinus alpha. Donc ça me fait M fois G fois AB. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, de toute façon, ici. M fois G fois AB, le travail du poids. Maintenant, si je veux exprimer ça en fonction de ZA et ZB, la distance AB, qui est une valeur positive ici, je vais la calculer en faisant ZA moins ZB, la valeur haute moins la valeur basse. Et du coup, on va obtenir une valeur qui est positive ici. Ici, ça va nous donner un travail qui est positif durant la chute. Ça veut dire que le poids, c'est une force qui est motrice, qui fait un travail moteur pour descendre. Par contre, on verra que pour monter, le poids, il fournit un travail qui est résistant parce qu'il n'aide pas à monter, il aide à descendre. En déduire une relation entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids, je vois que l'un est l'opposé de l'autre au niveau du signe. Donc je vais pouvoir dire que la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à moins le travail du poids. On continue maintenant cette fois-ci avec la piste et pas de la chute verticale. On va voir que les choses en fait sont parfaitement similaires. Donc cette fois-ci, auparavant, énergie potentielle et énergie cinétique. En quelle énergie le travail du poids s'est-il transféré? Donc le poids a travaillé pour donner de la vitesse. C'est comme tout à l'heure le gars qui tirait le camion. Hein. Sa traction, elle permettait de donner de l'énergie cinétique au système. Le travail du poids, il permet de donner de l'énergie cinétique au skater parce qu'il se met à avancer. Quelle est alors, selon vous, la valeur quand il arrive au niveau du sol? Donc, si on pense que le travail du poids s'est transféré totalement en énergie cinétique, on peut imaginer que tout le travail du poids va devenir l'énergie cinétique. Et on avait calculé en travail du poids précédemment, ici le travail du poids, 5145 joules. Donc on va dire qu'il sera, la valeur de l'énergie cinétique au sol, ça sera 5145 joules quand il arrive au sol. Ensuite, je demandais de vérifier tout ça. Bon, je vous ai fait une petite capture vidéo. Donc, ici, il faut que je reprenne mon curseur. Non, comment je fais? À chaque fois, je galère pour reprendre mon curseur normal. Option du pointeur. Bon, je veux retrouver mon curseur. C'est pas ça, je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi. Bon, j'aimerais bien revenir en arrière là. Je redémarre l'animation parce que ça m'agace de perdre du temps. Alors, j'ai la vidéo ici, voilà. Donc, j'ai capturé en analysant l'énergie. Je vois que ça monte à 5000 et quelques ici, entre 5000 et 5250, l'énergie potentielle de pesanteur. Je retrouve donc la valeur qui avait été calculée théorique de 5145. Donc on retrouve l'énergie potentielle à 7 mètres qui vaut environ 5145 joules. Et puis quand je le lâche et que je regarde que l'énergie cinétique sur cette animation, il tombe et l'énergie cinétique, je vois qu'elle monte pas loin des 5000 et quelques. Donc l'animation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais on n'est pas à 5145 piles, mais c'est pas loin d'être cette valeur-là. Donc quand il arrive en bas, son énergie cinétique vaut environ 5100, celle qu'on avait calculée. Donc on retrouve les deux valeurs qu'on avait calculées précédemment. Maintenant sur une piste, donc il fallait remettre la piste, la déformer pour qu'elle aille jusqu'au sol, pour qu'il passe de 7 mètres et qu'il arrive 7 mètres de haut, qu'il arrive au sol au niveau du point bas de la piste.
À quelle force le skateur est-il soumis quand il descend sur la piste? Cette fois-ci, il va y en avoir une autre. C'est celle de la piste. Donc le système skater est soumis à son poids et à la réaction du support, ou force de la piste. Seul le poids est constant. Donc la force constante, c'est le poids. La piste, elle va agir fortement quand il est en bas, puis quand il est sur les parties hautes, elle agit quasiment plus. En analysant les valeurs des énergies potentielles et cinétiques, y a-t-il une différence par rapport à la chute libre? Donc, quand on a fait l'animation, qu'on regarde les valeurs des énergies, on voit ici l'énergie cinétique quand il arrive au point bas qui est vers les 5000 et quelques, l'énergie potentielle quand il arrive au point haut, elle est vers les 5000 et quelques, et puis ainsi de suite. Donc on retrouve les valeurs des énergies extrêmes. Quand il est en bas, l'énergie cinétique est à 5000. Quand il est en haut, l'énergie potentielle est à 5000 et quelques. On retrouve exactement les mêmes types de valeurs que précédemment. Donc il n'y a pas de différence, on retrouve exactement les mêmes valeurs que lorsque le skater tombait en chute libre. Maintenant, si j'additionne ces deux forces, ces deux énergies, énergie potentielle de pesanteur, donc l'énergie de position, et l'énergie de mouvement, l'énergie cinétique, que peut-on dire de l'énergie mécanique au cours du mouvement sans frottement? À votre avis, la réponse était quoi? J'additionne les deux. C'est constant, ouais. J'obtiens une énergie qui est constante. On constate que l'énergie mécanique est conservée, elle est constante. Je vois bien sur si je laisse la vidéo à la fin, ici, je vais accélérer un peu. Je vois que si j'additionne la courbe bleue et la courbe verte, ça me donne quelque chose de constant. L'un est l'opposé de l'autre, donc quand j'additionne les deux, j'ai quelque chose de constant. Quelle est la valeur de l'énergie potentielle et celle de l'énergie cinétique? Au niveau de la piste, je crois. Ralentit la vitesse de simulation au minimum en bas et clique sur pause quand le skater est en bas. Donc quand il est en bas, le skater, on constate, alors je pouvais le faire sur la vidéo précédente, je peux essayer, je sais pas si je vais pouvoir faire du pas à pas avec ça, mais ça va être délicat parce que c'est pas l'animation. Non, je peux même pas faire pause là. Mais quand ça arrive en bas, je l'ai dit, l'énergie potentielle vaut 0 et l'énergie cinétique vaut 5000. Et puis quand on fera une pause en haut, c'est l'énergie cinétique qui vaut 0 et l'énergie potentielle qui vaut 5000. Voilà ce qu'il fallait remarquer. Donc quand on bas de la piste, l'énergie potentielle vaut 0, puisqu'on est à une altitude Z qui vaut 0. Et quand on est en bas de la piste, c'est là où la vitesse est maximale, on a une énergie cinétique qui vaut 5145. Donc calculer le travail du poids maintenant lors de la montée. Alors on va reprendre la formule précédente. Travail du poids, c'est F fois AB fois cos alpha. Mais F, c'est le poids M fois G. Cette fois-ci, alors alpha, il vaut 180 degrés. Donc je vais avoir une valeur négative. Alors j'ai mis ici ZB moins ZA, ZB moins ZA pour avoir une valeur négative. Ici, cette fois-ci, vous avez compris, je vais faire un petit dessin à côté. Le déplacement, il se fait dans ce sens-là, alors que le poids, lui, il est dans ce sens-là, le poids. Donc j'ai un angle entre le déplacement et le poids qui vaut 180 degrés. Ce qui fait que le cosinus de 180 degrés, il vaut moins 1. Je vais donc avoir une valeur de moins 1. Une valeur négative. Bon, pour avoir la valeur négative, j'ai fait ZB moins ZA, ça revient au même. ZB moins ZA, ça fait moins 7 mètres. Le travail est négatif, donc résistant. C'est logique, le poids, il ne sert pas à faire monter le skater, et il le ralentit dans sa montée, en fait. Conclusion, en l'absence de frottement, durant la descente, l'énergie potentielle de pesanteur est intégralement transférée, c'est-à-dire elle s'est transformée, elle a changé de forme, en énergie cinétique sous l'effet du travail moteur du poids. Donc j'ai de l'énergie potentielle quand je suis en haut du plongeoir. Lorsque je descends, c'est le poids qui me met en mouvement, donc c'est le poids qui travaille. Et cette énergie potentielle est transformée en énergie cinétique. Maintenant, durant la phase de montée,
c'est l'énergie cinétique qui est intégralement transférée en énergie potentielle de pesanteur sous l'effet du travail résistant du poids. En fait, l'une et l'autre d'énergie se transfèrent l'une en l'autre au cours du mouvement. Exactement comme si vous jetez une balle en l'air, vous allez lui donner beaucoup de vitesse au départ. Je veux faire un service au tennis, par exemple, je jette la balle au-dessus de ma tête. Je lui donne beaucoup de vitesse au départ, donc elle a beaucoup d'énergie cinétique au départ, puis au fur et à mesure que la balle elle monte, elle perd sa vitesse d'ascension, mais elle gagne de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie totale reste constante, on a pu le voir. Maintenant, on va intégrer des frottements au skater. Parce que dans la réalité, vous imaginez bien que le skater, il fait pas que monter et descendre de façon infinie sans jamais s'arrêter. Vous savez tous qu'à un moment donné, ça s'arrête, ce genre de système, parce que forcément, le système, il perd un petit peu d'énergie. Sous quelle forme, on va en parler. Donc, que peut-on remarquer concernant les énergies quand on rajoute cette fois-ci, alors il faut que je reprenne mon curseur, ignorer, voilà. J'avais pas fait de vidéo ce coup-ci. Quand on met les frottements, on constate que ici l'énergie potentielle de pesanteur que j'ai en bleu, l'énergie cinétique que j'ai en vert. Donc quand l'énergie cinétique est au maximum, c'est que le skater il est en bas de la piste. Quand l'énergie potentielle elle est maximum, c'est que le skater il est en haut de la piste. Donc si je veux faire un petit dessin pour se représenter la situation avec la piste et le skater, quand je suis sur ce point là, c'est que mon skater il est là au niveau de la piste, il est au point haut. J'ai pas d'énergie cinétique, elle vaut 0 parce qu'il a plus de vitesse. Lorsque je suis à ce point là, je vais mettre d'une autre couleur, quand je suis à ce point ici, à ce stade là, ça veut dire que mon skater il est arrivé en bas de la piste, il a une vitesse maximale mais une énergie potentielle qui est nulle parce qu'il a plus d'altitude. Alors on constate que il y a de l'énergie qui est appelée calorifique qui augmente au fur et à mesure et que les énergies cinétiques et potentielles elles diminuent progressivement. Donc que peut-on remarquer concernant l'énergie? Comment expliquer? Une partie de l'énergie est perdue au fur et à mesure sous l'effet des forces de frottement. Les énergies cinétiques et potentielles diminuent petit à petit à cause des frottements. À cause des frottements, l'énergie cinétique diminue légèrement, ce qui fait que le skater monte moins haut et l'énergie potentielle est moins grande. Et progressivement, il va monter de moins en moins haut, avoir de moins en moins de vitesse, et ainsi de suite. L'énergie est une grandeur qui se conserve. Alors, on peut remarquer quand même que là où il y a le plus d'énergie perdue, c'est au moment où la vitesse est maximale. C'est là où il y a les frottements qui sont les plus importants, en fait. Mais ça, c'était pas demandé. Où est-ce que l'énergie perdue avec les frottements, elle est passée? La question était bizarrement posée, mais qu'est devenue l'énergie perdue? En quel type d'énergie s'est-elle transférée, d'après vous? Alors, je vous laisse un peu la parole. Le système skater, il a perdu de l'énergie puisqu'il ralentit, il va de moins en moins haut. Où est-ce qu'elle est passée? Parce qu'elle n'a pas pu disparaître. En quoi elle s'est transformée, d'après vous? Puis il y a un terme qui sert là à aider. En énergie thermique, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des frottements. Vous pouvez tous prendre les mains les unes contre les autres, vous les appuyez fortement et vous frottez vos mains comme ça. Vous faites à chaque fois un travail pour faire avancer vos mains, mais ce travail il est compensé par vos forces de frottement et vous voyez bien que ça chauffe. Quand on freine en voiture, ça chauffe les freins, ils peuvent fumer même. C'est de la chaleur, on récupère de la chaleur. Donc l'énergie perdue par le skater est dissipée sous forme de chaleur à cause des frottements. Cette énergie calorifique augmente fortement en bas de la piste quand la vitesse est maximale. Et donc ça c'est un système plutôt réel, il y a toujours un peu des pertes. Alors des fois on les néglige, mais sur des courts instants, mais à un moment donné il y a toujours des pertes, sauf dans l'espace. L'espace où il n'y a pas du tout de frottement. Une remarque peut-être, j'ai entendu un bip là. Myriam, j'arrive pas à envoyer le fichier. D'accord, tu restes connecté à la fin, puis on voit ensemble.
Euh, Bonjour Mathilde, j'ai pas fait l'appel, j'avais pas vu Mathilde. Qui est-ce qui s'est connecté encore de nouveau là? Alors Mathilde non plus, j'ai pas reçu ton travail, hein. Bon, on va enchaîner maintenant avec le cours que je vous ai distribué. Je vais le commenter, puis on fera quelques exercices d'application au fur et à mesure que je déroule le cours. Alors, le but de cette activité, c'était d'introduire trois choses. Bah, l'énergie cinétique, hein, l'énergie de mouvement. Normalement, c'est des notions qui devaient déjà être un petit peu vues. Et le travail d'une force pour pouvoir augmenter l'énergie cinétique ou la diminuer. Alors, il y a peut-être une remarque, j'ai entendu biper. Ah, moi, vous l'avez reçu. Oui, oui, si je t'ai rien dit, euh, si je t'ai rien dit, c'est que c'est bon, hein. Doigt. Ah non, je l'ai pas reçu, doigt, non. Non, non, je l'ai pas reçu. Ah, si, je l'ai reçu, pardon. Si j'ai pas mis d'étoile, c'est que je l'ai reçu. Donc c'est bon. Allez, je continue. Donc, on a abordé le travail d'une force pour faire varier le mouvement, enfin la vitesse, donc l'énergie cinétique, et puis cette histoire de force conservative qui, quand elle est constante, peut dériver d'une énergie potentielle. Et donc, il y a un transfert de l'énergie cinétique en énergie potentielle et au fur et à mesure qu'il y a le mouvement. Alors, on va voir ça à travers le cours. Donc, on avait déjà parlé de l'énergie cinétique. Dans cette formule, il faut savoir que la masse est toujours en kilogrammes, que la vitesse est toujours en mètres par seconde. Donc, on va faire rapidement un petit exercice d'application. Vous me répondez dans le chat, en chat privé pour faire le test. Vous avez ici une balle de tennis, justement. Un joueur de tennis qui détient le record en 2016, il a été chronométré à une vitesse de 253 km/h, sa balle de tennis. Et une balle de tennis, ça ne pèse que 55 grammes. La première question, elle n'est pas du chapitre, mais il faut y répondre. Hein. La convertir en mètres par seconde et en déduire l'énergie cinétique fournie à la balle lors de ce service. Donc, je vous laisse quelques minutes pour chercher ces deux questions. Vous me répondez en chat privé. Et puis moi, je vous aide si jamais vous avez des difficultés ou si vous avez fait des erreurs. Alors, je vais juste maintenir le partage de l'exercice. Voilà. Comme ça, je peux voir les remarques que vous me faites. Alors, ça fait beaucoup, Thomas. Hein. Je pense que tu t'es planté dans l'opération, tu as dû faire l'inverse. La vitesse en mètres par seconde, elle est toujours plus petite que la vitesse en kilomètres par heure. Moi, en marchant, je fais à peu près 1 mètre par seconde, ce qui fait, un peu plus d'un mètre, un peu moins d'un mètre par seconde, je fais en marche. Si, un peu plus d'un mètre par seconde, je vais y arriver, ce qui fait à peu près 5 km par heure. De toute façon, la vitesse en mètres par seconde est toujours plus petite que la vitesse en kilomètres par heure. Ça, c'est faut bien se le dire. Il y a un facteur 3,6 pour convertir. « 70, ouais, je suis plus d'accord avec ça, Thomas, ouais. Marilou, ouais, c'est bon. Asia aussi. Alors, ouais, ça fait un peu beaucoup. Je sais pas par combien t'as fait quoi comme opération si tu actives ton micro. T'as divisé par combien? C'est 3,6. Hein. C'est pas 3,2. Le 3,6, il vient des 3600 secondes qu'il y a dans une heure.
Et on divise par 1000 parce qu'il y a 1000 mètres dans 1 km, donc ça fait un facteur 3,6. Ouais, bravo Marilou, championne, t'es la première à avoir répondu. Je vais pas vous laisser beaucoup plus de temps pour cet exercice-là. J'entends qu'il y a une autre réponse. Je vais aller voir. Alors, j'ai des valeurs qui sont variables en fonction des élèves. C'est le même ordre de grandeur. Je suis désolé, mais je dois partir me faire tester. D'accord, ok. Et Mathilde, n'oublie pas de me rendre ton travail. Là, je l'ai pas reçu. Sinon, je vais compter comme un travail non fait. Alors, je regarde s'il y a eu d'autres réponses. Ok, Thomas, ouais. Allez, on fait la correction rapide, puis on passe à la suite. Donc, convertir en mètres par seconde. Il y a eu peut-être une réponse, j'ai entendu quelque chose. Ok, ça marche. Allez, fais-toi tester. Tu auras la vidéo de toute façon après en consultation. Donc, en mètres par seconde, je divise par 3,6. Donc, 253 divisé par 3,6, ça me fait 70,3 mètres par seconde. Alors 3,6 n'est pas un facteur limitant au niveau des chiffres significatifs. Celui-là, on le connaît avec certitude, c'est presque un nombre entier en fait. C'est 3,6 pile parce que c'est 3600 qui est un nombre entier, 3600 secondes divisé par 1000 mètres qui est un nombre entier aussi. Donc 3,6 c'est un nombre connu avec exactitude. Donc je garde 3 chiffres significatifs dans le résultat. C'est pour ça que j'ai mis 0,3. Alors, ensuite, l'énergie cinétique, je la calcule en faisant 1/2 de m fois cette vitesse au carré, et on trouve 136 joules. J'ai arrondi à 3 chiffres significatifs. À nouveau, parce que là, j'en connais que 3. Ok. Je veux juste voir s'il y a personne qui est en liste d'attente. Non, c'est bon. On poursuit le cours. Alors, la deuxième type d'énergie, c'est l'énergie potentielle de pesanteur qu'on a abordé ici dans l'activité. C'est une énergie qui ne se manifeste pas tout de suite, c'est pour ça qu'on l'appelle potentielle. Elle est dans le système, mais susceptible de se manifester. Mais elle est pas, ça veut pas dire que le système est bouillonnant quand il est en altitude, mais il possède cette énergie potentielle. Un peu comme une flèche. Quand vous prenez une flèche, vous allez tirer à l'arc avec une flèche. Avant de lâcher la flèche, au moment où vous lâchez, la flèche, elle a une énergie potentielle qui est liée à l'élastique. Puis ça va se manifester après. La somme de ces deux énergies constitue l'énergie mécanique du système, notée EM. Bon, l'énergie mécanique. À pas confondre avec l'énergie totale, qui est autre chose. L'énergie totale d'un système, ça peut être autre chose. Alors, dans l'exercice 16, vous allez chercher, il y a un ballon de basket qui rentre dans le panier, qui se trouve à une hauteur de 2,90 mètres, le panier de basket. La masse du ballon, c'est 650 grammes. Il faut calculer l'énergie potentielle de pesanteur du ballon de basket assimilé à un point matériel. Vous avez le panneau de basket avec le panier, hop, et le ballon qui arrive dedans. Il faut calculer son énergie potentielle de pesanteur. Je vous laisse chercher. Donc là, c'est le point matériel et on nous dit que c'est à une hauteur par rapport au sol qui vaut 2,90 m. Il faut calculer son énergie potentielle de pesanteur, son énergie de position. On fait assez vite. Je vous laisse chercher, vous répondez par le chat.
Alors, je me souviens plus, Marilou, mais si c'est ça ou pas, je vais te dire. Ouais, bravo. T'es rapide, hein. C'est bien. Alors, 136 joules précédemment, hein, c'est pas beaucoup hein, pour comme énergie. Hein. Mais on parle d'une balle de tennis, hein, donc c'est normal que ce soit pas beaucoup. Ok, Luna. Ouais, bravo. Alors, je vais pas rester très très longtemps là-dessus, hein, mais on utilise la formule de l'énergie potentielle de pesanteur, M fois G fois Z. La masse est déjà en kilogrammes, G c'est 9,8 et Z c'est 2,90, il n'y a pas de piège ici. Ça fait 18,5 joules. Donc bravo à ceux qui avaient répondu. Je ne vois plus rien, ok, je suis désolé pour toi Thomas, je peux rien faire. Tu m'entends encore peut-être? Donc 18,5 joules. Est-ce qu'elle peut être nulle cette énergie? Bah tout dépend en fait du niveau de référence qu'on prend. Ici, sans le dire, hein, on a choisi 0 mètre comme étant au niveau du sol, mais on aurait pu choisir un niveau de référence qui est au niveau du panier. Alors, et dans ce cas-là, on aurait eu une énergie potentielle nulle en haut. Alors, qui est-ce qui a répondu d'autre chose? Comment vous avez trouvé 9,8? En fait, 9,8, c'est l'intensité de pesanteur qu'on utilisera tout le temps. Au niveau du sol, l'intensité de pesanteur terrestre, c'est 9,8. Il y avait peut-être une autre marque dans le chat de tout le monde. Non. Ok. Donc l'énergie potentielle, elle est liée à un niveau de référence parce qu'on se rend bien compte que ici, j'ai choisi 0 mètre comme étant le lieu où il n'y a pas d'énergie potentielle parce que c'est le sol. Mais imaginons que ce panier de bassin, enfin imaginons que je creuse le sol, je fasse un trou, ça va continuer à tomber. Donc je pourrais dire qu'il a encore de l'énergie potentielle ce ballon par rapport au sol ici. Donc en fait, l'énergie potentielle, elle est relative à un niveau de référence. Donc on peut choisir 0 mètre au niveau du sol, 0 mètre au niveau de la mer, 0 mètre au niveau du panneau. En fait, on choisit ce qu'on veut. C'est la variation de l'énergie potentielle de pesanteur qui sera intéressante d'un point de vue physique. Alors, rapidement, vous avez 3 courbes ici. C'est un lancer franc au basket. On est encore au basket. Vous avez 3 courbes qui correspondent aux 3 types d'énergie. Hein, énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, énergie mécanique. Vous me répondez en chat privé le plus rapidement possible. Il faut savoir la jaune, si c'est l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur ou l'énergie mécanique, la violette, laquelle c'est, etc., etc. Et puis après on justifiera ensemble. Donc, dites-moi simplement EC, c'est, je sais pas, c'est la rouge, EM, la verte. À vous de trouver le plus vite possible. Ah, il y a une réponse. Je vais aller voir. Ouais, Marilou, elle est bien réveillée, hein. Asia aussi, ouais. Ouais, Doua, c'est ça, ouais. Donc on peut les dire dans le désordre, hein, et c'est en fait, c'est simplement par déduction hein, qu'on va trouver. Alors les autres. Laure, t'es avec moi? Myriam aussi, je t'entends pas. Amira non plus. Alors, ouais, Asia, c'est ça. T'as tout bon. Bravo. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Alors, Doua, t'as fait une erreur. T'as fait une erreur de couleur.
Donc t'as mis la bleue pour les. En fait, faut penser à quel moment est-ce qu'elles sont maximales. Pour vous aider, vous pouvez imaginer que à ce stade-là, ici dans le temps, c'est le moment où on est en train de marquer le panier, on peut se dire ça. Donc il y a une énergie qui est maximale, alors qu'il y en a une autre qui est minimale. Là, c'est le tir, c'est quand on commence à tirer le panier. Et puis là, c'est là où le ballon est à son apogée en fait. Il part de là, le ballon, et puis il va monter, tac tac, il va passer par un maximum, puis ensuite il va peut-être rentrer dans le panier et puis descendre. Et donc, quand je suis au point le plus haut ici, que je matérialise par un carré, j'ai une valeur d'énergie qui est maximale et une autre qui est minimale. Et puis une autre qui est en haut, qui est constante. Alors la logique, déjà, il y a eu la réponse pour tout le monde. La jaune, c'est l'énergie mécanique. Parce qu'elle reste toujours constante. Alors je vais effacer mes annotations. Donc, et puis, au début, le ballon, il monte. Quand on fait un lancer franc, le ballon, il commence par monter. En montant, il va nécessairement perdre de la vitesse, sous l'effet du travail du poids, qui va enlever de l'énergie au système. Donc il va perdre de la vitesse. Par contre, il va gagner de l'altitude, le ballon, parce qu'on le tire vers le haut pour faire un lancer franc. Donc il y a une énergie qui augmente avec l'altitude, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ici, et la vitesse, elle va diminuer, parce qu'au fur et à mesure que le ballon il monte, il ralentit. Donc on le voit ici, il y a quelque chose qui diminue ici, donc qui est lié à la vitesse, et quelque chose qui augmente, qui est lié à l'altitude. Donc l'énergie cinétique diminue, alors que l'énergie potentielle augmente au début du mouvement, c'est-à-dire dans toute cette partie-là à gauche. Ce qui fait qu'on va pouvoir dire qu'en violet, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, parce qu'elle augmente, comme l'altitude. En bleu, c'est l'énergie cinétique, puisqu'elle diminue au début du mouvement. Et enfin, en jaune, c'est l'énergie mécanique, parce que c'est la somme des deux autres. On voit bien que quand j'additionne les deux autres courbes, j'obtiens la courbe en jaune. Ok. En déduire si le ballon est soumis à des forces non conservatives lors du lancer. Est-ce que cette énergie mécanique, elle est à peu près conservée? Quand on le regarde, ça a l'air, elle a l'air à peu près constante. Donc elle a l'air à peu près constante, ce qui signifie que le ballon il est soumis à des forces conservatives. Ensuite, donner la valeur de l'énergie mécanique du ballon de basket. L'énergie mécanique, il suffit de lire à peu près cette valeur au seuil. Là, le plateau, il est environ à 12 joules. Alors, je regarde, il y a eu une petite remarque. Je jongle. C'est dans le chat global. Ok. 12 joules, ouais, c'est ça, Marie. Allez, on continue. C'est pas des énergies importantes, mais on parle d'un ballon qui bouge. On n'a pas, ça prend pas beaucoup d'énergie, tout ça. Conservation d'énergie mécanique. Alors, dans le cours, donc ça c'est le document de cours. Je repasse au cours et je commente le cours, document que je vous ai communiqué, soit donné en classe, soit communiqué par mail, par l'ENT. Dans le cas d'un système qui est isolé, ou on dira aussi un système qui est soumis à des forces conservatives, il n'y a pas de transfert d'énergie avec l'extérieur. C'est-à-dire que le système ne donne pas de l'énergie à quelqu'un d'autre que lui. Alors l'énergie mécanique se conserve. Elle peut être ni créée ni détruite. On a toujours la même quantité d'énergie mécanique. Quelles sont les propriétés essentielles de l'énergie? Ça, c'est des notions assez générales. Elle peut être stockée par un système, par exemple dans une pile, dans un barrage. Dans quoi est-ce que ça peut être stocké? Dans l'alimentation, quand vous mangez, l'énergie, elle peut être stockée dans l'alimentation. Elle peut être transférée d'un système à un autre. Donc on peut transférer, par exemple, de l'énergie de mouvement en chaleur quand on freine. On peut transférer l'énergie potentielle en énergie cinétique, etc. quand ça descend. Elle peut changer de forme aussi au sein d'un système. Donc un système donné, il a son énergie totale. Et on le voit, l'énergie mécanique,
c'est l'énergie totale du système, eh bien, elle peut changer de forme dans le système. Il peut y avoir de l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique et vice versa. Quand ça descend, ça se transforme en énergie cinétique. Quand ça monte, ça se transforme en énergie potentielle. Alors, comment sont faits ces changements et ces transferts? Le transfert dont on a déjà parlé, c'est un transfert par travail. Donc, quand on fait varier la vitesse d'un objet, ça veut dire qu'il y a une force qui travaille. On peut la ralentir, le système, on peut l'accélérer, mais il y a une force qui a travaillé pour ça. Il peut y avoir un transfert thermique quand on freine et qu'on perd de la chaleur sous l'effet, de l'énergie sous forme de chaleur, il y a un transfert thermique. Et puis enfin un transfert par rayonnement, c'est-à-dire quand il y a de la présence de lumière, vous pouvez perdre de l'énergie quand vous allumez votre téléphone, votre smartphone. Si vous le mettez sur torche, il va perdre plus vite sa batterie que quand vous le mettez pas sur torche, parce que il va perdre une partie de son énergie sous forme de lumière, sous forme de rayonnement. Alors, quand il s'agit de l'intérieur du système, on dit que l'énergie, elle change de forme. Elle est transférée, certes, mais on dit qu'elle change de forme. Et le gros concept le plus important, c'est que l'énergie, c'est l'adage qui dit que dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie, elle est toujours conservée. Elle peut être ni créée ni détruite. Au début du Big Bang, au début de l'univers, il y avait une certaine quantité d'énergie, on a toujours la même. C'est le principe fondamental de la conservation d'énergie. Donc après avoir vu, et son unité c'est le joule. Après avoir vu ces concepts généraux, on va voir quelques cas particuliers. D'abord le travail d'une force, on l'a vu, c'est une valeur qui est une grandeur algébrique. Ça signifie qu'il peut y avoir un signe. Ça peut être positif ou négatif, cette valeur-là. Ça permet d'évaluer l'effet d'une force sur l'énergie d'un objet en mouvement. Le travail constitue un mode de transfert de l'énergie. Et son expression, alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en maths, le produit scalaire. Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous avez vu le produit scalaire entre deux vecteurs? Peut-être que vous l'avez pas vu. Je sais que des fois vous l'avez pas vu en maths. Non, vous n'avez pas vu ça en maths. Donc nous, on va pas retenir ça. Donc ce petit point là, c'est pas un fois, c'est un opérateur mathématique entre deux vecteurs. On oublie ça puisque vous l'avez pas vu en maths. On va dire que c'est la valeur de la force, donc la norme du vecteur. Donc ça, c'est une valeur qui est positive. La norme du vecteur AB, c'est une valeur qui est positive, fois le cosinus d'un angle qui, lui, peut être positif ou négatif. Donc le travail d'une force, c'est la force fois le déplacement, fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc j'ai un vecteur force ici, un vecteur déplacement ici, l'angle entre les deux, je le dessine comme ça. Alors, plusieurs cas de figure se dessinent en fonction de cette force et de son angle. Alors déjà l'unité du travail, comme c'est une énergie, c'est en joules. La valeur de la force, elle est en newton et la distance AB, elle est en mètres. C'est une grandeur qui a un signe et qui va nous indiquer le sens du transfert d'énergie. Est-ce que le système gagne de l'énergie ou est-ce qu'il en perd? Trois cas de figure, donc on va pouvoir dégager. On va dire que le travail est moteur si l'angle permet d'avoir un cosinus positif. Et pour ça, il faut que l'angle soit compris entre 0 degré et 90. Donc dans toute cette zone-là, la force, elle va aider à faire avancer. On dit qu'on a un travail moteur. La force est motrice, le travail est moteur, on dit que le travail est positif. On trouve une valeur qui est supérieure à 0. Donc ça veut dire que le système va gagner de l'énergie cinétique. Maintenant, si je retire un tout petit peu en arrière comme ici, donc entre 90 et 180 degrés, donc toute cette zone-là, si le vecteur est dans toute cette zone-là, eh bien je vais avoir un travail qui est négatif, parce qu'en fait on le voit bien, je tire un peu en arrière, donc ça va pas aider à faire avancer le truc, ça va plutôt le ralentir. Donc on dit que le travail il va être négatif et qu'il va être résistant. La force est résistante. Et enfin, si je tire de façon perpendiculaire, donc à 90 degrés ici, par rapport au déplacement, ma force elle sert pas du tout à faire avancer ni à faire reculer, elle sert à rien en fait pour le déplacement. Donc on dit que le travail il est nul. Maintenant on va voir deux cas particuliers. Alors, je sais pas quelle heure il est. 15h16. Allez, on va chercher cet exercice 10. Donc vous avez ici
une situation où vous avez une valise qui descend d'un avion. Le système, c'est la valise qui nous intéresse sur son tapis roulant. Et vous avez la modélisation qui est représentée ici. Le déplacement va se faire depuis le bas vers le haut, pardon, A est en bas et B est en haut. Donc la valise, elle monte. Et dans ces cas de figure, il faut exprimer puis calculer les travaux des forces. Alors, non, je vais pas le mettre tout de suite cet exercice-là, pardon, excusez-moi. Je voudrais faire d'abord, avant de faire ça, le travail du poids. Je voulais le mettre avant le travail du poids. Donc je vais d'abord commenter le travail du poids, puis ensuite on fera cet exercice-là. Donc on repasse sur la fiche de cours, et on va voir un cas particulier, c'est le travail du poids. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le poids étant une force qui est constante, tout le temps la même, on va dire que c'est une force qui est conservative. Et donc son travail va pas dépendre du chemin suivi. C'est-à-dire que pour aller de A vers B, je peux faire un parcours comme ça avec des virages en ligne droite, descendre puis avancer. Le travail va être le même. Le travail, ça va être M fois G fois ZA moins ZB. Ça peut se démontrer, je ne vais pas vous le faire démontrer. Le travail du poids, c'est toujours été égal, on l'a vu dans l'activité précédente, à M fois G fois ZA moins ZB. Ces unités, les masses en kilogrammes, G en mètres par seconde au carré, l'altitude en mètres. Ouais, il y a peut-être des remarques, j'entends que ça bip. Alors attendez, j'y vais. Ah non, vous voyez plus rien, c'est ça? Je suis sorti du... Ok. Non, vous voyez plus, c'est normal. C'est moi qui ai déconné. Enfin, j'ai changé le diaporama et du coup, j'avais perdu le... Je le remets. Hop. Donc, je reviens. Là, vous devez voir normalement. Le travail du poids, c'est toujours égal à M fois G fois ZA moins ZB. Ça, vous pouvez l'entourer. Ça vient du fait que c'est P fois AB fois cosinus alpha, mais en fin de compte, au bout du compte, on arrive à cette expression-là. Donc c'est M fois G fois la différence d'altitude ZA moins ZB. A étant l'altitude du premier point et B l'altitude du deuxième point. Si A est au-dessus de B, cette valeur elle va être positive, parce que ZA moins ZB ça va être positif. Du coup, je vais avoir un travail qui est moteur. Ça va aider à descendre. Si A est en dessous de B, et ça veut dire que je cherche à monter. Si A est en bas et que B est en haut, ça veut dire que je cherche à monter et je me constate que ZA moins ZB sera négatif. Donc j'aurai un travail résistant pour monter. Donc le travail du poids est une force conservative et cette force, elle ne change pas la valeur de l'énergie mécanique. Donc maintenant, on va pouvoir faire l'exercice 10 avec cette expression-là du travail du poids. Allez, je vous laisse 5-10 minutes pour chercher. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez une première question qui est facile, et puis après, des questions un peu plus complexes. Et puis les calculer, les travaux des forces, et puis dire si c'est moteur ou résistant. Je vous laisse 5-10 minutes. Hop, l'enregistrement. Je relance l'enregistrement. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Faut que je vérifie que je partage tout mon écran. Hop. Ok. Donc, dans cette situation où la valise monte le long du tapis roulant, j'en étais... Pourquoi c'est parti? Mon ordinateur qui bug un peu. Bon, je veux aller de A vers B. Alors vous êtes 3 ou 4 à m'avoir répondu. De A vers B, quelle est la force qui fait un travail nul? C'est R, parce qu'elle est perpendiculaire au déplacement AB. Donc c'est la seule qui fait un travail qui ne sert pas à faire avancer la valise. Après,
exprimer puis calculer le travail du parcours de la force F pour aller pour faire le parcours AB, ou le travail du poids pour faire le parcours AB. Alors d'abord le travail de F. Donc pour F, on utilise l'expression classique F fois AB fois cos alpha. Quand je regarde AB et F, bah, ils ont le même sens, même direction, donc ça veut dire que l'angle qui les sépare est nul. Donc entre AB ici, le vecteur AB et puis le vecteur F, il y a un angle nul, donc cos 0. Et cos 0, ça va faire 1, donc je vais me retrouver avec F fois AB. Quand je calcule ça, ça me fait F qui est donné ici à 80 et AB qui vaut 12 mètres, donc 80 fois 12, ça me fait 960 joules. Pardon. Ça, c'est le travail de la force de traction du tapis roulant. Et enfin, maintenant, le travail du poids. Alors le travail du poids, on peut se douter que le poids de la valise, il va résister au fait qu'on cherche à faire monter la valise. On doit trouver une valeur négative. On va vérifier. Pour le travail du poids, j'utilise la force, l'expression de la force traditionnelle, P fois AB fois cosinus alpha. Je peux pas utiliser l'expression du cours, M fois G fois ZA moins ZB, parce que j'ai ni l'altitude de ZA, ni l'altitude de ZB. Donc je vais utiliser P fois AB fois cos alpha, l'expression classique. P il vaut 300, AB vaut 12, il faut trouver alpha, et ben alpha, je le vois ici, il vaut 100 degrés, donc j'ai toutes les données. Donc avec alpha qui vaut 100 degrés, quand je fais 300 fois 12 fois cosinus 100, si vous avez bien réglé sur 100 degrés, ça vous fait moins 6,2 fois 10 puissance 2 joules. Donc il y en a un, c'est un travail qui est moteur, je ne l'ai pas mis, parce que c'est supérieur à 0. Et lui, le poids, il fait un travail qui est résistant, parce que j'ai un travail qui est inférieur à 0. Mais globalement, si je regarde... ah bah c'était la question d'après. Hein. Le premier sera positif, donc moteur, le deuxième sera négatif, donc résistant. Globalement, celui qui est moteur est plus grand que celui qui est résistant, donc la valise va monter. Elle va pas descendre. Donc tout va bien. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça fait un petit moment que j'ai perdu une bonne partie des élèves.